Bonjour, vivre ses rêves pour vivre autrement. Tout compte fait s'intéresse cette semaine à ce que l'on appelle les nouveaux utopistes. Des hommes et des femmes qui, par conviction, ont décidé de vivre à contre-courant de la société. Avec 2 reportages inédits cette semaine. Nous irons notamment en Espagne à la découverte d'un village totalement autogéré. Je suis un travailleur, mais en même temps je suis maître de tout cela, de la terre, de la coopérative. Même si elles ne sont pas à moi, elles sont au peuple. Moi, il n'y a personne qui m'exploite. Mais d'abord, imaginez une société où l'argent aurait totalement disparu. Eh bien, c'est le choix qu'ont fait des centaines de Français. Ils ont décidé de vivre du troc et du partage, à rebours de l'ultra-consommation. On les appelle les gratuivores, c'est une communauté un peu à part. Ils viennent d'ailleurs d'être rejoints par un ancien grand patron. Repas, logement, habillement, peut-on réellement vivre sans argent? Et si oui, de quelle manière? Portrait croisé de ces nouveaux utopistes avec Vincent Lepreux. Des sacs, des vêtements, des chaussures, des livres, des objets du quotidien. Le tout dans un savant désordre. Et pas une étiquette de prix à l'horizon. Moi, j'ai trouvé une assiette et un volant. Si je le trouvais mignon. Cette vieille maison est située dans le centre de Rennes. Cela n'y ressemble pas, mais en réalité, c'est un magasin. Un magasin gratuit. Alors, vous avez trouvé votre bonheur? On a regardé. Ouais. Une belle chose à moi, c'est joli ça. Oui, et puis même prendre. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que moi je voulais faire du tri, je savais pas trop où amener mes vêtements, vu que j'ai pas mon permis, ou dans le centre-ville pour les déposer. Ici, on entre, on prend ou on dépose ce que l'on veut. Des vêtements ou des meubles, et surtout on repart sans payer. Qu'est-ce que vous en pensez du concept d'une boutique où il n'y a pas d'argent? Bah justement, c'est bien, ça casse un peu toute cette dynamique où on achète, on jette, on achète, on jette. Et puis bah, ça permet aux gens justement de trouver des choses gratuitement et de déposer leurs vêtements plutôt que de les jeter. Non, c'est un concept qui est bien, il faudrait en parler plus et le développer plus, aller dans cette démarche-là. Et cela fonctionne. Depuis 4 ans, il y a toujours plus de donneurs que de preneurs. Comme Camille, tout d'abord cliente, aujourd'hui bénévole. C'est hyper intéressant pour moi de venir là, de repartir avec un t-shirt, un livre. Une fois que je l'aurai lu ou si le t-shirt ne va pas, je le ramène. C'est cette idée de recycler et de partager aussi parce qu'au final on devient un peu amis, donc voilà. Depuis quelques années, les initiatives de gratuité et d'économie du don se multiplient dans l'Hexagone. C'est une véritable lame de fond. Distribution de fruits et légumes, restaurants, étagères du don et sites internet qui permettent de donner des objets devenus inutiles. Pour comprendre ces initiatives, nous sommes allés à la rencontre de ces pionniers de la gratuité. Parmi eux, il y a des salariés, comme David et Christy. Ils récupèrent et donnent ce que d'autres jettent. Il y a aussi Alain Charny, une figure du Paris Underground, à l'origine du premier restaurant à prix libre de la capitale. Il y a intérêt que ce soit bon ce soir, sinon... Écoute, moi je suis juste le commis aux patates pour l'instant. T'es responsable. De la patate, bien sûr. De tout. Enfin, nous avons suivi Jean-François Noubel, une sorte d'explorateur de l'économie du don. Tout ce qu'il fait, il le fait gratuitement depuis 4 ans. Venez avec nous à la découverte d'un autre monde, un monde où l'argent n'a aucune valeur. Paris, place de la Bastille. Ah ben voilà, je sais pas comment t'as fait, mais c'est très bien. Voici David, ingénieur en développement durable, et Christy, employée dans la restauration. À l'heure où certains font un jogging, ce jeune couple pratique un tout autre sport. Donc celle-ci, on va la mettre derrière, là. Et la grande bâche qui est ici, la blanche, elle va se mettre là, elle va fermer en L. Donc on va fermer en L ici, et celle-ci s'installe à partir d'ici. David et Christy sont des glaneurs. Ils font partie d'une association qui récupère des fruits et légumes sur les marchés pour les redistribuer. Bonjour, bonjour. Ça va, messieurs? La forme?
Très bien, et vous? Ouais. Bonjour, bonjour. Ça va? J'ai le droit d'en prendre un peu? C'est gentil, ça. Qui veut un peu de clémentine? Une démarche solidaire qui fait sens auprès des commerçants. Ça aide et ça nous aide en même temps. Très bien. Voilà. Si besoin, nous, on est là encore pendant une demi-heure. Si vraiment il vous reste des choses à la fin. On mettra de côté. Super. Il n'y a pas de problème. Allez, à plus tard, merci. Bonne journée. Merci. Bon courage. 13 h, le marché payant se termine. Les clients sont partis. C'est l'heure de la remballe. Merci, des salades. Elles sont bien, les salades, ou pas? On peut prendre les salades? Vous avez autre chose? Non, il y a... On va les garder. Le moment pour David et les bénévoles de passer à l'action. Chrissy, il y a le chariot qui arrive, n'en prends pas trop. Il y a encore d'autres choses? C'est bon, non, attends, on a un chariot qui arrive, t'embête pas. En moins d'une demi-heure, la douzaine de bénévoles récupère un chariot complet de fruits et légumes. Non, là-bas j'ai tout pris. C'était là où il y avait toutes les tomates. Il nous a donné plein de fruits aussi. C'était ma première fois aujourd'hui et je suis vraiment... Bon, tout n'est pas hyper qualitatif, il y en a quelques-uns qui sont moisis, mais nous on fait notre tri derrière et on peut vraiment récupérer beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais en moyenne, je pense qu'on arrive à récolter environ 500 kg de fruits et légumes par dimanche. Et on en redistribue avec 100% autant que possible. Parfois, il y a un peu de perte derrière, mais c'est à peu près les chiffres, quoi. Ouais. Donc on continue. Bon, on a encore des choses à aller chercher, quoi. Bonjour, monsieur. Vous connaissez l'action? Quelques minutes plus tard, une fois le tri effectué, la distribution gratuite peut débuter. Genre chacun donne un ou deux trucs. Toi, Thibaut, Chrissy, tu vas donner ici. Ouais. Et Thibaut, il va pouvoir, ou quelqu'un va pouvoir se mettre ici, entre vous deux. En moins d'une demi-heure, l'essentiel des produits trouve preneur. Vous voulez un peu plus de tomates? À Paris, il y a pas mal de gens qui vivent effectivement un peu du don ou des plans un peu B. Ils sont les bienvenus en même titre que les gens qui n'ont pas les moyens. Car cette économie de la gratuité, du plan B ou du don, quel que soit son nom, est aujourd'hui un véritable phénomène de société. En région parisienne, le roi du gratuit, c'est cet homme. Aladin Charny, 30 ans. Il mène depuis 5 ans une vie sans argent. À l'origine, l'envie de moins de confort et de plus d'aventure. Il y a 3 ans, ulcéré par le gâchis alimentaire, il a inventé un concept. Un restaurant où on ne mange que des invendus. Mais pour faire tourner un établissement de 80 couverts, 4 soirs par semaine, il faut un peu plus que les restes d'un marché de quartier. Alors régulièrement, il se rend à Rungis. Bien. Ouais, bien. Tu fais le tri? Ouais, un peu. Je vois ça. Il y a des choses à jeter aujourd'hui ou pas? Ouais, je peux voir, ouais. Ok, cool. Top. Je sais qu'en face, il y a des tomates, il m'a dit. Il m'a dit de venir voir ici. Donc ici, Aladin est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Il y a des melons, c'est trop bien. Je me demande si on va pas tout prendre. Et vous pouvez nous en servir? Bah ouais. Bah, mais il est totalement mangeable, ce fruit. Il est impropre à la vente, mais totalement propre à la consommation. Des melons, des pommes de terre, des tomates. Les quantités de produits disponibles sont impressionnantes. En moins d'une demi-heure, la camionnette est pleine. Le restaurant d'Aladin, le voici. Un immense entrepôt de stockage, juste en dessous du périphérique parisien. Aladin et ses complices l'ont tout simplement squatté pour y installer leur cantine végétarienne. Une installation totalement illégale. L'idée, si tu peux garder un œil dessus, parce qu'il faut pas qu'elle soit... Oui, faut pas que ça fasse de la purée. Faut pas que ça fasse de la purée, sinon on est mort. Évidemment, le lieu n'a rien d'un restaurant traditionnel. On y travaille parfois en musique et tout le monde n'est pas rémunéré. Tout le monde est bénévole, sauf le ou la chef, qui eux sont rémunérés parce que ça nous paraît important de donner une valeur à leur travail, parce qu'ils sont responsables quand même de la cuisine et du fait que les 60 à 80 couverts soient servis par soir. Donc on a estimé que c'était un poste qui devait être rémunéré, même si clairement ils sont moins payés qu'ailleurs, ça c'est sûr, on tenait quand même à les payer. Donc s'ils viennent, c'est aussi parce qu'ils sont sensibles au projet, pas juste pour l'argent. Le reste des bénévoles sont souvent d'anciens clients, comme Badr. Lorsqu'il n'épluche pas les pommes de terre,
Il est responsable d'une agence de communication. Voilà, on peut y aller. Éclate-toi. Si on ne peut pas créer tous des associations ou des concepts intéressants, on peut y participer en tout cas tout du monde. Depuis son ouverture, il y a 6 mois, le restaurant d'Aladin affiche complet chaque soir. Sa clientèle, plutôt branchée, apprécie la nourriture végétarienne. C'est quoi? C'est trio de lasagne et légumes. D'accord, merci. Ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon et le menu me convient parce qu'en plus je suis végétarienne. Elle aime aussi l'ambiance et le concept militant du lieu. Oui. Bah oui, et puis même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, enfin, le principe et le concept est tellement génial que oui, on donnera quelque chose. Enfin, c'est évident. Car c'est une autre particularité du restaurant. Ceux qui y dînent règlent ce qu'ils veulent. 10 centimes ou 10 € en fonction de leurs moyens. Aladin ne cherche pas à gagner d'argent. Il ne se verse aucun salaire. En revanche, il veut faire durer son projet un peu fou. Alors il soigne ses invités, comme ses membres du conseil de quartier du 19e arrondissement. Il faudrait inciter plus d'autres personnes à faire ça. Il faudrait surtout les autoriser à le faire. Tant qu'à faire. C'est pas autorisé. On savait très bien que c'est illégal. Dans un squat quand même. Mais bon, c'est pas grave. On mange bien, on est content d'être là. C'est parfait. Un restaurant de récup dans un local squatté. Une utopie de gastronome. Pas sûr que cela dure. Je me suis jamais posé la question s'il était utopiste ou pas, parce que je pense que si je me l'étais posé avant, j'aurais jamais monté le projet. Donc, c'est un projet fou, ouais. Mais en matière d'utopie, il y a un homme qui se classe hors catégorie. Direction Aix-en-Provence. Jean-François Noubel a 52 ans. Son parcours est singulier. Il a été cascadeur, pirate informatique et surtout dirigeant de plusieurs grosses sociétés. Au milieu des années 2000, il a tout plaqué pour mener des recherches sur la fin de l'argent. Depuis 4 ans, il vit dans l'économie du don. Il ne travaille pas et ne reçoit aucun salaire. Le loyer de son bel appartement est payé par des donateurs, des particuliers ou des entreprises. Malgré tout, au quotidien, ce n'est pas toujours évident pour lui. Pour moi, le long terme, ça touche à 2 semaines ou 3 semaines. Hein. J'ai pas de réserve, j'accumule pas les choses. Donc, ça se joue vraiment dans le flux permanent. Hein, comme on respire, voilà. Parce que, encore une fois, je peux appuyer sur le bouton Ancien Monde et y revenir. Alors, j'en ai aucune envie. Pour comprendre comment il vit, nous l'avons rencontré à Paris. Lorsqu'il est de passage, il est hébergé gratuitement. Dans cet appartement, par exemple. C'est celui d'une créatrice de mode, l'une de ses amies. J'ai un réseau d'amis, de très belles personnes. J'ai vraiment choisi, je fais très attention à qui vient dans mon intimité, avec qui aussi je vais dans une relation plus intime. A priori, tout cela n'a rien de très surprenant. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Ouais. Allez, à ce soir. Ce qu'il est un peu plus, c'est la multitude de rendez-vous pour laquelle Jean-François Noubel est présent. Dans son agenda, des rendez-vous avec de jeunes créateurs de vêtements. Une sénatrice, une association de dirigeants d'entreprise et même... Madame la présidente. La présidente d'un grand groupe de cosmétiques. Ici, Jean-François Noubel apporte ses connaissances en matière de nouvelles tendances de consommation, d'écologie et de partage. En pratique, c'est une sorte de super consultant. Il aide aussi à former les principaux collaborateurs de la multinationale. Personne ne fait le métier de Jean-François aujourd'hui. Oui, on peut le comparer à ce qu'on appellerait des consultants extérieurs, des conseils, des experts. Jean-François, pour moi, c'est un pionnier, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le conseil, il est dans l'inspiration et la mise en œuvre d'un nouveau monde de l'entreprise et de société. Le monde politique, le monde de la société économique et de l'entreprise est
en train de complètement... la fusée est en train de se faire larguer par la société civile. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher les sources d'inspiration pour l'entreprise. Mais Jean-François Noubel tient à sa liberté. Il choisit qui il aide et de quelle façon il le fait. Quant à ce qu'il reçoit, c'est à l'appréciation de son interlocuteur, mais ce n'est pas automatique. C'est nous qui allons choisir de lui donner ce que l'on pense être juste dans une réciprocité par rapport à une liste ou à des besoins qu'il a exprimés. Un lieu pour qu'il ait le temps d'écrire, ça peut être un bureau quand il vient sur Paris parce qu'il va avoir des besoins pour se poser et construire ou rencontrer des personnes. Ça peut être des tas de choses, évidemment des moyens de transport. En échange de ses conseils, chacun donne donc ce qu'il veut. On peut l'aider lui ou n'importe quelle association. Jean-François Noubel ne réclame jamais rien. En fait, pour lui, l'important c'est de rester dans le don. Et son système s'applique aux grandes entreprises comme aux petites, aux autres comme à lui. Bonjour. Bonjour. Démonstration dans cette boutique de mode pour hommes. J'ai un critère, celui de pouvoir faire mon yoga. D'accord. Non, mais il s'agit d'un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps avec Benoît et Geoffrey aussi, sur moi, en tout cas, des critères que j'ai, à savoir, bien sûr, élégant, nomade, technique et éthique. Ok. Voilà, donc ça reste... Alors, en plus agréable à porter, je vais avoir le jean comme ça, celui-ci. Jean-François Noubel accompagne ses propriétaires depuis des années. C'est lui qui les a encouragés à créer des produits plus responsables. D'accord. Okay. Ça se détend tout le temps un tout petit peu. D'accord. Et là, section de... Okay. Vous voulez pas venir dans la cabine? ça va. Après essayage, il décide d'acheter un pantalon et 2 chemises. Reste maintenant à régler l'addition. Cela se passe très simplement avec Benoît, l'un des fondateurs de la marque. Je veux dire, comme tu fais d'habitude, hein, tu donnes ce que tu veux, quand tu veux, ça peut être de l'argent ou pas, enfin tu fais comme tu le sens. Enfin, c'est ce que tu dis à tout le monde. Donc, ok, ben je vais me donner le temps de ça, d'accord. Je fais pareil. Ok, d'accord. J'essaie de voir ce que ça fait. Ok, ouais, merci, très bonne, super. Génial. Salut. Jean-François Noubel va donc repartir avec les vêtements et réfléchir à ce qu'il pourra donner en retour un peu plus tard. Ce principe de vie, cette philosophie, il l'applique au quotidien. Exemple, lorsqu'il veut rafraîchir son site internet où il développe ses thématiques de recherche. Jean-François lance un appel sur Facebook. En fait, on était amis sur Facebook, mais on se parlait pas du tout. Puis j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un. Non, mais c'est vrai. On se parlait pas. On se parlait pas, on se connaissait pas vraiment, quoi. J'avais ajouté, je sais même pourquoi, pour moi. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. Et puis du coup, j'ai dit, bah moi je sais le faire, comment ça marche. Puis on a discuté, et puis je me suis rendu compte, c'est exactement les réflexions que j'ai en ce moment, en fait. On n'aurait pas pu se rencontrer à un autre moment, je pense, en fait. Donc du coup, le courant est très bien passé, évidemment. Et puis ça s'est fait naturellement, mais voilà. Ces 3 jours à Paris auront donc été l'occasion d'intenses échanges, mais jamais d'argent. Lorsque Jean-François Noubel n'est pas en déplacement, il réside à Aix-en-Provence. Il y fait d'ailleurs régulièrement ses courses sur le marché, où il est bien vite rattrapé par la réalité. Génial. Merci. Il y a quand même des choses que vous payez alors. Ah bah oui. Dans le monde du commerce classique, j'espère qu'un jour je pourrai établir d'autres relations. Ça viendra petit à petit, mais pour l'instant, ça reste encore... ça n'a pas changé, ça encore. Voilà, ça viendra un jour. En attendant qu'un jour peut-être, notre société bascule dans l'économie du don. Jean-François Noubel, Aladin Charny et les glaneurs de Bastille poursuivent leur rêve, celui d'un monde sans argent. On vous emmène à présent en Andalousie, direction Marinaleda en Espagne, pour une découverte étonnante. Il s'agit d'un village totalement autogéré, avec sa ferme et son potager collaboratif.
Près de 3000 habitants y vivent avec un système unique, revendiqué comme anticapitaliste. Le principe est simple, un toit, un emploi, un repas pour tous et un salaire unique. Alors faut-il s'en inspirer? Que se cache-t-il derrière la carte postale? Carnet de route en utopie avec Pierrick Morel. Il était une fois en Andalousie, un rêve de paysan sans terre devenu réalité. Tu n'es pas dans ta ligne, Maria. Reprends ta ligne. Le patron? Ici, il n'y a pas de patron. Aucun patron. Ici, tout le monde est pareil. Le responsable, le contremaître, celui qui ramasse. Tout le monde a les mêmes droits et tout le monde gagne pareil. On ramasse tous les artichauts. Pour un mois de récolte, Miguel et ses compagnons gagnent 1104 €. C'est 350 € de plus que le salaire minimum espagnol. Pourtant, nous sommes dans la région la plus pauvre du pays. Le peu de travail qu'il y a ici, il est partagé entre tous. Alors qu'ailleurs, tu peux avoir faim, ça leur est égal. Mais ici, non. Ici, on est tous égaux. On est tous traités pareil. Marinaleda, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Il n'y a pas d'autre définition. Allez. Marinaleda, 2700 habitants. Un village perdu dans la campagne aride, à 100 km de Séville. Une commune autogérée qui protège ses habitants des périls de la crise. En Andalousie, le taux de chômage est de 34%. À Marinaleda, il n'est que de 7%. Ici, les rues du village ont des faux airs de la Havane. On vit simplement et discrètement. Mais la vie n'a pas toujours été aussi paisible. Sur les murs de la ville s'écrit l'histoire des années de lutte. Une lutte pacifique qui débute à la fin de la dictature franquiste. Dans les années 70, les villageois de Marinaleda sont des paysans sans terre, affamés pour les plus pauvres. Le sol andalou est la propriété exclusive de la noblesse espagnole. Tout le village décide alors de réclamer le droit de cultiver un peu de cette terre. S'ensuivent de longues années de combat. Les villageois occupent les fermes alentours. À Séville, ils bloquent les gares et les aéroports, manifestent jusqu'à Madrid. Après 15 ans de lutte, ils arrachent enfin la victoire. Une parcelle leur est cédée, 1500 hectares. Sur cette terre, ils vont bâtir un système égalitaire où la notion de propriété est bannie. Une utopie anticapitaliste est née. De tu querida presencia, 8 h du matin à Marinaleda. Pilar accompagne son fils à l'école. Bonjour. Regarde comme je suis bien accompagnée ce matin. Pilar est une enfant du pays. Comme tous les habitants du village, elle bénéficie de nombreux avantages. Ça, c'était la crèche. Elle est publique. Elle coûte 15 € par mois. Pour le collège, il n'y a rien à payer. Les livres sont gratuits. L'avantage que nous avons ici, c'est que tout est public. À Marinaleda, il y a aussi une école primaire et un collège. Ils accueillent près de 450 élèves. Ici, c'est un petit village. Tout le monde se connaît. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Ça, c'est la sonnerie. Marinaleda n'a jamais eu autant d'avenir. À l'époque de Pilar, réussir à l'école était plus compliqué. Je vous présente Rocio. Bonjour. Je suis une fille de paysan itinérant. Mes parents partaient sur les routes pour la cueillette des olives parce qu'ici, il n'y avait pas de travail.
Il n'y avait rien. Les mois de décembre et janvier, nous les passions ailleurs. Je me souviens que je devais aller à une autre école. Quand je revenais ici, je me sentais déphasée. Donc c'est sûr que moi, quand je vois que les familles n'ont plus besoin d'émigrer, qu'elles peuvent rester dans leur maison, pour moi, c'est vraiment une grande joie. Il y a 40 ans, Marina Leda n'était qu'un village de terre battue. On y vivait dans des cabanes de toile. Mais tout a changé avec la révolte. Après avoir fourni du travail aux villageois en installant une coopérative, la mairie a entrepris de leur donner un toit. Pilar a voulu nous montrer sa maison. Donc là, c'est le salon. En haut, il y a 3 chambres. Là, c'est la cuisine. C'est un peu une maison de pauvres. Une demeure modeste qui lui a permis de fonder une grande famille. J'avais déjà 2 enfants quand je suis rentrée dans cette maison. La première nuit ici, je peux le dire, je suis tombée enceinte. On a célébré notre joie d'avoir cette maison et j'ai donc eu 3 enfants de plus. Cette maison me coûte 15 € par mois. Il faut que je la paie pendant à peu près 90 ans. J'ai déjà payé 21 ans. Je mourrai avant de l'avoir payée, mais tout ce que je veux, c'est que mes enfants puissent y vivre ensuite. Moi, avoir un toit au-dessus de ma tête, c'est tout ce que je demande. L'acte de propriété, je m'en fiche. Là, c'est ma seconde fille. Et la 4e, Zuleika et Selaine. Ce sont donc les enfants de Pilar, peut-être même ses arrière-petits-enfants, qui achèveront de payer la maison. Lui, c'est mon petit communiste, Aito. On est une famille nombreuse, une belle famille. Un toit pour 15 € par mois et un emprunt sur près d'un siècle. Pour comprendre comment un tel exploit est possible, il faut se rendre à l'ouest de la ville. Ici, un tout nouveau lotissement sort de terre. Bonjour. Pepa et son collègue sont les architectes de la ville. Aujourd'hui, ils inspectent les finitions des 26 prochaines maisons. Et l'interrupteur, il a été changé? Oui, on les a tous changés. Le principe est le suivant. On se sert des terrains disponibles de la commune. La mairie les cède gratuitement aux futurs habitants. Ensuite, on utilise un prêt fourni par la région d'Andalousie, 24 000 € par habitation. C'est le prix des matériaux nécessaires à chaque logement. Normalement, le délai de remboursement est de 20 ans. Mais pour qu'il reste accessible aux plus pauvres, la mairie a forcé la main de la région. Il s'étale donc sur 90 ans. Mais le secret de ces maisons, c'est le coût de la main-d'œuvre. Pardon, tu fais partie des autoconstructeurs? Tu vas vivre ici? Car ce sont les habitants eux-mêmes qui les construisent. Des maisons de 90 mètres carrés avec 3 chambres. Voici le salon. Et il y a une penderie dans chaque chambre. Pour construire une maison, il faut en moyenne 2 ans de travail. Là, c'est la sortie vers le patio. Des logements faits par et pour les villageois. Tous les patios ont de grandes portes de garage parce qu'ici, beaucoup de personnes ont du matériel agricole et ils ont besoin de les ranger. En 20 ans, 350 maisons de ce type ont été bâties. Un programme unique qui fait beaucoup d'envieux. Évidemment, beaucoup de personnes s'y sont intéressées. On en a souvent parlé à la télévision. Du coup, les gens appellent. Ils demandent si on leur donnerait un logement s'ils venaient vivre ici. Mais en principe, ce système est fait pour les gens de Marina Leda. Il a été conçu pour répondre à notre problème de logement public. À Marina Leda, le prix de l'utopie, c'est le travail et l'implication du peuple. Et en politique, c'est pareil. Quand le mégaphone fait le tour du village, c'est pour convoquer les habitants à la mairie.
Ici, on pratique la démocratie participative. Ce soir, c'est conseil de village avec les parents d'élèves. Pilar est venue avec son petit-fils. La citoyenneté au berceau, c'est l'œuvre du maire. Manuel Sánchez Gordillo a des airs de Fidel Castro. Bon, je vous ai convoqué aujourd'hui pour que l'on règle ensemble le problème de la cantine scolaire. Réélu 7 fois depuis 1979, il incarne l'esprit de Marina Leda. Il ne s'est jamais versé de salaire, a toute sa vie travaillé au champ et surtout ne décide jamais seul. Le problème du jour, la suppression de 2 postes à la cantine scolaire demandée par la région. Hors de question pour les habitants. Ça fait tellement de temps qu'ils nous baladent et on reste là, à subir. S'il faut aller à Séville, on va à Séville, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent là-haut. Dans ce village, on a des avantages qui n'existent pas dans d'autres. Et ça, on n'y pense pas assez. La cantine, on doit l'avoir tout de suite, de n'importe quelle façon, mais faut régler ça. Bon, on vote. Qui est pour aller à Séville? À la fin de chaque assemblée, on vote à main levée. C'est décidé, dans quelques jours, tout le village ira manifester à Séville. C'est un jour normal pour Marina Leda. On fait des assemblées pour aborder tous les sujets, on en fait beaucoup. 40, 50 par an minimum. Et quand il y a des mobilisations, on en organise encore plus. C'est ça la démocratie directe. Discuter d'un sujet face à un problème et chercher une solution, une alternative. On se mobilise pour que le pouvoir nous donne une réponse. Car le pouvoir est comme les éléphants, lent, aveugle et insensible aux problèmes concrets des gens. Alors il faut se mobiliser. Actuellement, ils nous esquivent, ils nous toraient, ils nous donnent du vent. Il est temps de dire basta. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une manifestation. Se rassembler, palabrer, manifester. Et tous les matins, repartir au travail. Dans le village, un peu par hasard, nous avons croisé le chemin de Catherine et Yolande. Elles ont fait 2000 km en camping-car pour découvrir Marina Leda. Eh bien, ce qui nous intéressait d'aller explorer l'aventure de Marina Leda, pour ma part, c'est surtout la lutte pour la terre et la lutte pour l'autonomie grâce au travail de la terre. Pour résumer un petit peu. Ce matin, elles se rendent au centre culturel pour organiser leur séjour. Catherine et Yolande n'ont pas prévu de date de retour. J'aime bien comment ils arrangent leur maison aussi. Elles prennent le temps nécessaire à une bonne leçon d'utopie. Et l'autre punto est ici. Ça m'intéressait donc d'examiner ici l'histoire de cette lutte pour la terre et surtout comment cette commune et communauté donc de travail avec un aspect économique avait pu perdurer comme ça dans le temps. La question est majeure. Comment faire vivre une utopie en pleine crise? La principale richesse de la région, ce sont les olives. Manolo est un historique de la lutte. Il a passé des années à occuper ces terres. À partir de ce chemin, de ce côté sur 4 ou 5 km de long, toute l'olivier qu'on voit au fond, c'est nous qui l'avons plantée. Et par là-bas aussi. En tout, il y a 1252 hectares. Pour tirer profit de ces olives, Manolo le paysan est devenu capitaine d'industrie à 1104 € par mois. À côté de la plantation, les villageois ont bâti une usine très performante. Les olives tombent par là, elles sont pesées automatiquement, puis elles remontent vers le dépôt de réception. Manolo fabrique l'une des meilleures huiles d'olive du pays. On a 16 silos de 50 000 litres chacun.
Ça fait une capacité de 800 000 litres d'huile. Avec de tels volumes, nos utopistes sont passés à l'économie de marché. Nous vendons bien cette huile. On la vend même par camion entier. Ceux qui nous l'achètent, eh bien les multinationales, elles la mettent en bouteille par grande quantité. Les supermarchés, eux aussi, nous l'achètent à un bon prix. C'est pour ça que je dis les multinationales, les capitalistes, le monde de droite nous achètent cette huile pour sa qualité. Et puis, il y a les autres, les gens de gauche, qui nous l'achètent par solidarité, mais aussi pour sa qualité. Mais les olives ne donnent pas du travail toute l'année. Alors les villageois ont diversifié leur production. Ils ont planté des poivrons et des fèves. Ils ont même créé une conserverie pour vendre des cœurs d'artichaut. Cet après-midi, Caniro réceptionne la dernière récolte. Responsable de production, il gagne lui aussi 1 104 € par mois, comme tous les ouvriers. Les artichauts, ça se vend plus cher frais. Mais si on les vendait entiers, on ne créerait pas d'emploi. Alors même si on gagne moins, ce n'est pas grave, on donne du travail à tout le monde. Résultat, dans cette fabrique, le conditionnement des cœurs d'artichaut occupe 40 personnes du village durant un mois. Voilà le produit fini. On les conserve dans l'huile. Ils sont prêts à consommer. C'est un joli modèle, non? Parce que je n'ai rien. Je suis un travailleur, mais en même temps, je suis maître de tout cela. De la terre, de la coopérative. Même si elles ne sont pas à moi, elles sont au peuple. Moi, il n'y a personne qui m'exploite. Pourrions-nous tous vivre comme à Marina Leda? Ce qui fonctionne ici, pourrait-il marcher dans tout le pays? La jeunesse du village en est convaincue. Molestendo a los vecinos. C'est le nom du groupe de rock local. Traduisez, on dérange les voisins. Pour eux, Marina Leda est un exemple à suivre. Le pays tout entier est en train de se réveiller. C'est la seule solution maintenant. Ou tu te réveilles, ou on retourne tous au Moyen-Âge. Le pays ne se réveille que maintenant. Mais ici, les choses ont commencé à bouger il y a 30 ans. Exactement. Et maintenant, les mouvements dits populistes, comme Podemos, ils font peur à la droite. Parce qu'ils voient que le peuple en a marre. Oui, aujourd'hui le discours radical que l'on incarnait est en train de se normaliser dans tout le pays. L'histoire pourrait-elle leur donner raison? Les dernières élections espagnoles ont consacré l'émergence du parti de gauche radicale Podemos, un parti né d'un vaste mouvement de contestation populaire, comme à Marina Leda il y a 40 ans. Alors, modèle à suivre ou utopie irréaliste, chacun jugera. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.